On a la possibilité, je pense, d'ouvrir un peu la discussion à nos Voilà, oui, participants. on peut lancer la discussion. Vous avez des micros en face de vous, donc si vous avez des questions, bien sûr, levez la main pour qu'on n'ait pas 3 personnes qui posent la question en même temps. Et puis, vous appuyez sur le petit bouton qui vous permet d'activer le micro. Bonjour à tous et merci pour ces interventions. J'ai vraiment pris plaisir à entendre la description des dispositifs que vous présentiez dans vos interventions respectives. Mais j'ai trouvé qu'on n'arrivait pas à répondre complètement. Alors peut-être que c'est intéressant que chacun réponde avec son expérience, son ancrage territorial et son ancrage dans sa collectivité, à cette question de l'articulation entre démocratie participative et représentative. On n'arrive pas à voir dans quelle mesure ces dispositifs viennent vraiment faire évoluer le processus de décision interne à la collectivité. Et c'est une question, alors effectivement, le visuel de l'ouvrage, pour en finir avec la démocratie participative, avait retenu notre attention en préparant la petite vidéo. Et au-delà du visuel, le message, en fait, message ou questionnement d'ailleurs, qui est celui-ci, c'est en fait comment cette démocratie participative peut-elle vraiment intégrer l'évolution du processus même de la démocratie représentative. Et si je le disais de façon plus directe pour synthétiser, finalement, est-ce que les acteurs de la démocratie représentative vont accorder la même estime à des gens qui sont acteurs de la démocratie participative, où il y a une espèce aussi de hiérarchie de valeurs et de perception entre les deux? Merci de votre éclairage. Oui, alors, sur le fonctionnement tel qu'il est organisé aujourd'hui, la charte de la participation citoyenne à la métropole fixe bien qu'il y a des élus qui sont décisionnaires. Donc la concertation, l'amélioration du processus va aussi de pair avec une décision finale des élus. Ce qui est important, et c'est ce qu'on promeut avec la vice-présidente Madame Monclé, c'est de voir dans quelle mesure, sur les politiques publiques, on fixe ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas. Quel est le degré de latitude qu'on laisse à la parole citoyenne et aux propositions citoyennes pour faire évoluer la décision publique? J'ai plusieurs exemples en tête. On a un secteur, on parle de transition écologique, un secteur où il y a une biodiversité importante et il y a des grenouilles qui se reproduisent. Elles traversent une route, elles se font écraser sur la route. Donc la route est utilisée par les agriculteurs, par des voitures. Les amis de la biodiversité vont dire on ferme la route. La concertation a pris des mois pour sensibiliser les générations actuelles, les générations futures, de pouvoir organiser une fermeture temporaire de circulation le temps de la reproduction des batraciens. Donc vous voyez en fait qu'on a abouti à une fermeture de route, ce qui est quand même assez atypique. Pour la circulation, généralement, on est quand même attaché à la circulation des voitures dans la métropole et en France. Là, actuellement, on a une concertation obligatoire sur la zone à faible émission. Il y avait plusieurs scénarios qui étaient proposés et les élus ont décidé de suivre la majorité de la population qui a choisi un des deux scénarios. Donc vous voyez que là-dessus, on aurait pu avoir une zone à faible émission
moins ambitieuse sur la métropole, parce que le gouvernement avait laissé la possibilité de faire une zone à faible émission uniquement sur les voitures les plus polluantes, c'est-à-dire non classées. Donc là, on est sur une évolution aussi des possibles et de la politique publique. C'est des deux exemples que je voulais mettre en avant. Écoutez, volontiers. Effectivement, je pense que c'est quel levier on active pour quoi faire. C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. J'ai une expérience, je vous dis, dans le champ de la santé, plutôt de militance, de groupes de personnes malades qui, à un moment donné, appuient sur le système de santé pour le faire évoluer. Je vais vous donner un autre exemple. Je vous ai dit, j'étais président de Soïla-Flandre, qui est un bailleur privé à vocation très sociale. On s'est fait prendre, par défaut de concertation de notre part, tout à fait récemment à Dunkerque, en centre-ville. On voulait faire émerger, on va la faire émerger, une pension de famille qui était destinée à des femmes qui ont des parcours complexes, souvent battues, qui sortent souvent de la rue. Et voilà. Et on n'a pas encore signé finalement l'acquisition de l'immeuble dans lequel ça va se passer. Indiscrétion du vendeur auprès des commerçants de la rue. Patatrac, vous savez que l'air du temps n'est pas social aujourd'hui, hein, même si je considère qu'il crée de la valeur. Patatrac, les commerçants qui s'imaginaient des hordes de migrants ou des hordes de SDF qui allaient débarquer dans la rue. L'erreur qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas tout de suite consulté les commerçants avant de leur dire qu'on allait sortir un projet qui est finalement tout à fait acceptable. Qui aujourd'hui peut s'opposer à l'émergence d'une maison, une pension de famille pour 25 femmes battues? Personne, sauf qu'on ne l'a pas dit. Et là où ça touche la collectivité territoriale, c'est que lorsque vous faites ce type de bâtiment, il faut des autorisations de l'EPCI, de la commune, en fonction effectivement des arrêtés de dérogation, mais aussi de l'État. Et vous voyez tout de suite le fantasme derrière qui peut se créer si la... Je vous explique les choses clairement. Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, aucun élu ne peut faire abstraction d'un mouvement de population ou d'un groupe de personnes qui s'inquiètent pour une situation, un établissement ou une situation dans une rue, monsieur l'a bien dit, sur une route. Ça peut être vrai pour un sens de signalisation, ça peut être vrai pour toutes les choses qu'on a. Aujourd'hui, les collectivités ne peuvent plus ignorer, je pense, ou alors elles se mettent devant de grandes difficultés, ne peuvent plus ignorer les contestations ou en tout cas les participations citoyennes, quelles qu'elles soient. Et si elles ne le font pas, ça se transforme effectivement en contestation. Je me permets de rajouter quelque chose. Dernièrement, on travaille avec un réseau de recherche et plein de collaborateurs du milieu social et politique à la préparation de futures crises qui affecteraient la santé des populations. Il y a des cas d'H5N1, de grippe aviaire en Amérique du Nord. Il y a même eu un cas de transmission d'un animal à un humain au Texas. Le Texas semble loin de la France, là, mais chez nous, c'est à côté. Et il y a énormément de travailleurs migrants qui s'en viennent travailler chez nous dans les champs pendant l'été. Et donc, les feux sont à rouge partout, chez les vétérinaires, mais pas chez les médecins et pas chez nos sanitaires. Donc, le ministère de la Santé n'est pas au courant, ne s'informe pas de ces questions-là, ce n'est pas sur leur radar. En fait, la vigie des agriculteurs, on a créé un forum d'agriculteurs qui font une vigie d'enjeux qui les concernent directement et qui permet d'informer les différents ministères de ce genre de potentiels perturbateurs, eux, de leurs élevages, éventuellement de leur gagne-pain, mais éventuellement de la santé des personnes qui seraient vulnérables sur leur ferme, les travailleurs migrants en l'occurrence. Donc, on se retrouve ici avec un dispositif simple qui a peut-être potentiellement une portée très importante et qui est de la participation citoyenne. Ici, on n'est pas dans l'influence sur la décision. La décision publique, elle est bien loin encore, mais dans l'influence de la mise en valeur d'enjeux publics qui peuvent avoir un effet sur la résilience, on va en parler tantôt, de systèmes, ici de systèmes sanitaires, mais ça pourrait être même de systèmes agricoles, éventuellement, de l'écosystème, de la santé, des élevages et éventuellement des humains. Donc, c'est là où on voit que participation citoyenne n'égale pas toujours une influence directe sur la décision ou sur une action publique, mais elle peut aussi avoir un effet sur l'information ou la circulation d'informations qui est nécessaire à une bonne gestion, une bonne gouvernance.
Et peut-être juste pour conclure sur l'évaluation, un peu comme mon voisin, ce sont les élus qui sont à la manœuvre et qui prennent en compte ou pas les recommandations qui sont parfois co-construites avec les parties prenantes. Pour autant, dans les cas dont je vous ai parlé, sur Medi citoyens participants aux instances, en fait, ce qu'ils avaient proposé, eux, n'était pas non plus structurant et tellement décoiffant, et il n'y avait pas vraiment un changement fondamental de la politique. Du coup, on peut se poser, la question ne s'est pas vraiment posée en ces termes. Et en dernier point, tous les ans, en fait, je reprends mes évaluations de l'année d'avant ou d'il y a 2 ans et je regarde si les recommandations sont mises en œuvre ou pas. Et en fait, il s'avère que sur la dernière année, 85% des recommandations étaient mises en œuvre. Donc, ce n'est pas un lien direct, mais pour autant, il y a quand même un effet, en fait, un deuxième effet qui se coule sur l'action publique. Oui, j'ai été évidemment très très intéressé par les différentes expériences que vous avez mentionnées, entre autres les groupes d'Hélène Varlet et voilà, cette partie-là, et aussi ce que vient de dire Audrey L'Espérance sur cette question des parties prenantes directes. Donc ma question, elle est sur le dépassement en fait de ce lien-là. Effectivement, sur les groupes de citoyens intéressés, on a toujours une très très grande satisfaction, à condition bien sûr qu'il y ait une reprise de ce qu'ils ont dit, mais on a toujours une très très grande satisfaction. Et de même, quand on s'adresse aux parties prenantes directes, évidemment, ils se sentent respectés et généralement écoutés. Ma question, elle est sur comment fait-on pour dépasser ça, c'est-à-dire aller vers, je pense particulièrement aux enquêtes publiques, les gens directement concernés, ils participent. Mais les gens qui vont être directement concernés quand on fait les travaux ne perçoivent pas cette enquête, et quand ils voient le bulldozer arriver dans leur rue, d'un seul coup, ils vont créer une association. Donc voilà, comment vous essayez, on essaye tous, de répondre à cette question? Plusieurs aspects. En termes de participation, on regroupe effectivement des fois un petit nombre de personnes. Donc on s'appuie aussi sur des experts qui vont nous permettre de faire davantage de résonance au travers de différents outils. Un des outils, c'est aussi d'aller vers. Donc je feuilletais la charte. Là, on a une illustration. On est devant le stade Pierre-Mauroy. Donc on a été passer des questionnaires sur le schéma de transport futur devant le stade Pierre-Mauroy. Mercredi après-midi, pour ceux qui habitent la couronne ouest, il y a un diagnostic en pédalant. Donc on a proposé à tous ceux qui sont sur la future ligne de tramway de venir découvrir le futur tracé à vélo. Il y avait eu la même chose en marchant. Donc on essaye de trouver des techniques aussi en marchant, en pédalant, en allant sur les lieux de vie. Et un des autres outils développés par un de nos partenaires prestataires, c'est une méthode en boule de neige. C'est-à-dire qu'ils vont s'appuyer sur l'éducation populaire, ils vont s'appuyer sur des acteurs locaux, des associations, qui vont leur permettre de toucher des personnes. Voilà 2 illustrations. Je n'ai pas de grande réponse non plus à apporter. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que ce que vous pointez du doigt, c'est l'intérêt des uns et des autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une négociation. C'est presque une transaction. Et dans cette transaction, il faut accepter le jeu et l'enjeu du jeu. Et derrière tout ça, c'est effectivement jusqu'où vous êtes prêt à négocier ou pas avec les riverains, les habitants ou les élus. Si c'est vous, vous êtes en position d'usager riverain, jusqu'où vous êtes prêt à aller. Et puis j'ajouterais que la stratification des capacités dont je parlais plus tôt, pour moi, elle est au cœur de cette question-là. C'est que dans certains secteurs, ils ont développé énormément de stratégies pour aller vers, pour être capable de modifier, adapter les dispositifs, pour être capable d'aller chercher ces voix qu'on n'entend pas. Dans d'autres secteurs, c'est nul. Moi, je peux vous le dire, dans le milieu de la santé et des services sociaux au Québec,
on est des enfants en participation citoyenne. On a perdu tous nos repères sur la démocratie sanitaire dont on parle tant en France. Donc, c'est un développement sans cesse plus grand de nouvelles capacités. Je regarde mes collègues en environnement. Ils vivent dans ce que moi j'appellerais l'âge d'or de la participation. C'est foisonnant, ils ont plein de stratégies, ils adaptent beaucoup de méthodes. Donc, de là aussi, l'importance de voir, d'être capable de faire un scan, même dans nos organisations, dans nos équipes, de c'est quoi notre capacité et jusqu'où on est capable d'aller. Puis éventuellement, peut-être que les premières participations ne seront pas de cet ordre-là, mais éventuellement, oui. Et j'ajouterais que là, on parle de politique, de choses qui se mettent en œuvre. Moi, j'arrive en bout de course, en fait, quelque part, avec mon évaluation. Et si ça n'a pas été conçu comme ça dès le départ, on a aussi un problème de positionnement et de réel apport, in fine. Et on tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. Il y avait une question là-bas avant. Louise ? Oui. Alors, merci pour vos présentations. J'ai 2 questions. La première va concerner la transparence que vous avez évoquée, puisque j'ai eu à travailler justement dans le cadre d'un projet avec la MEL pendant 1 an sur la stratégie comment aller vers les publics justement pour les mobiliser pour plus de participation, etc. Et moi, ma question, c'est à quel moment on peut parler de transparence, dans la mesure où, si je prends le cas, par exemple, du logement social, on sait que c'est ce que j'appelle un peu les questions qui fâchent. La question soit du relogement ou bien de la construction d'un nouveau bâtiment de logement peut susciter justement des tensions. Donc, est-ce que c'est d'abord l'institution ou bien les élus qui prennent la décision, par exemple, à Bondu, il faudrait qu'il y ait un logement social et ensuite, on va enclencher le processus de concertation à travers l'information ou bien comment est-ce que ça se passe sur le terrain. Et ma deuxième question, la dernière, ça va concerner le cas de Dunkerque qui m'intéresse beaucoup. C'est par exemple le cas de l'éolien, si on parle de l'éolien. On sait que voilà, entre l'éolien, le nucléaire, tout ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup de controverses, mais comment on arrive à favoriser la concertation citoyenne en évitant de politiser le débat, sachant que voilà, c'est des questions de politique, pour plus justement impliquer les citoyens à donner leur avis, mais de manière vraiment distanciée. Et voilà, merci. Des réponses courtes. Oui. Ça va pas être simple. Sur le logement social, sur la concertation des habitants, c'est un point. Après, il faut l'architecte, le bailleur social, les fournisseurs, la construction, et entre la concertation initiale, et il y a quand même parfois quelques années qui vont se dérouler, ce qui veut dire que le point de départ que Madame recherche au départ de la conception pour mener à bien l'évaluation, c'est là où parfois ça peut un peu dégénérer, quoi, j'ai envie de dire. Pour le cas de l'éolien à Dunkerque, faisant partie de la majorité de Patrice Vergrit, forcément, ministre des Transports actuellement, je pense, oui, c'est forcément un enjeu politique à 2 ans d'une municipale. C'est évident, il faut s'en rendre compte. Après, c'est comment de grands enjeux environnementaux, on arrive à les faire comprendre à des habitants qui vont peut-être avoir un aspect paysager un peu différent. Et ça, c'est pas si simple. Ça veut dire que les habitants, ils sont d'accord pour avoir 20 000 nouveaux emplois dans la région dunkerquoise, avec tout ce que ça comprend, comme positif, comme développement, comme intensité, comme nouvelle locomotive aussi dans une région qui elle-même est en locomotive par rapport au pays. Et donc ça, c'est OK. Mais ça veut dire que pour faire ça, il nous faut de l'énergie. Et pour avoir de l'énergie, il n'y a pas 2 solutions, hein. Soit c'est du nucléaire, et pour reconstruire un réacteur nucléaire, on en aura peut-être un en 2032, 2033. Ce qui veut dire qu'entre deux, il faut des alternatives qui sont plutôt durables. C'est là où l'éolien rentre en ligne de compte. L'éolien terrestre, on est ici dans le siège de la région de France, ça fait parfois quelques débats. L'éolien en mer, forcément, on fait aussi. La vraie question qu'il faut se poser, c'est quelle planète vous voulez demain? Et ça, chacun est bien libre d'y trouver sa propre réponse. Essayez de faire court, hein,
sur l'architecture des lois nationales et locales sur le logement social, c'est assez complexe. Je ne sais pas si on aura le temps. Il y a une loi solidarité et renouvellement urbain qui fixe des pourcentages de logements sociaux. Il y a un plan local d'urbanisme qui est adopté par les agglomérations qui définit des zones à urbaniser et d'autres non. Juste vous dire qu'en termes d'actualité, c'est une préoccupation pour la métropole de voir comment on travaille sur l'acceptation des constructions neuves, donc là, avec les collègues de la direction de l'habitat, dans le prolongement de débats déjà du Conseil de développement, on a, avec des promoteurs, avec des professionnels de l'immobilier, avec des citoyens, avec des professionnels du logement social, voir comment on peut faciliter les implantations et lever les freins à l'acceptation de constructions neuves dans les lotissements, dans les quartiers, dans les villes. En tout cas, c'est un projet qui est en cours. Et moi, je vous dirais que la transparence, c'est le deuxième principe qui est sur la charte de la SFE. On va peut-être prendre les 3 questions d'un seul coup, et puis 4 questions d'un seul coup, et on demandera une réponse. David, tu commences ? Oui. Question courte. Question courte, ça va être difficile. Très intéressant en tout cas par vos interventions. C'est vrai que quand on regarde la participation citoyenne, les modes de gouvernance sont aujourd'hui structurés, ils existent, notamment à travers le processus sélectif. C'est-à-dire qu'une fois tous les 5 ou 6 ans, les uns et les autres se rencontrent et les uns votent ou pas pour les autres. Je crois que ce processus sélectif a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'il est représentatif. C'est-à-dire que tout le monde peut aller voter. Les inconvénients, c'est que c'est une fois tous les 4 ans ou 5 ans. Et pour participer à la production des politiques publiques, on voit que ce n'est pas forcément suffisant. Et donc, on voit qu'il y a plein d'outils qui se mettent en place qui permettent de rapprocher l'un et l'autre et pour que la temporalité soit plus courte. Il y a quand même un problème, à mon avis, qu'on n'arrive pas à gérer. C'est que la gouvernance citoyenne, elle est centrée aujourd'hui sur des structures. C'est-à-dire que je vote pour un maire, un député, un président, alors que la gouvernance des politiques publiques de demain, peut-être, elle est centrée sur les politiques publiques. Et les politiques publiques, par nature, c'est une problématique d'ailleurs, elles sont multistructures. C'est-à-dire quand on fait du logement, de la santé, ce que vous voulez, on n'est pas seulement mêle à s'occuper de cette problématique, on est plein, privé et public. Et donc ma question que j'avais, c'est par rapport à quelque part ce dilemme, comment on arrive à rapprocher l'un et l'autre? Comment on arrive à répondre aux insuffisances de la gouvernance dite représentative élective par la mise en place d'une gouvernance des politiques publiques, mais qui dépasserait les frontières des structures? Est-ce qu'il faut peut-être, comme le cas de M. Floch, créer une association? C'est assez marrant d'ailleurs, c'est qu'on crée une autre structure pour arriver à répondre aux insuffisances, des structures existantes qui ne peuvent pas elles-mêmes, seules, fonctionner. Donc, est-ce que vous avez des solutions pour l'avenir? Je crois que c'est une question importante pour améliorer nos modes de gouvernance, en tout cas. Voilà. Avant de répondre, je prends les 3 autres questions. Monsieur Roche. Oui, bonjour et merci pour votre intervention. Des questions courtes. Oui, bien sûr. Ça s'inscrit un peu dans la continuité de ce que précise Monsieur Carassus. Finalement, il y a un outil assez ancien maintenant qui date de la 2e acte de la décentralisation, qui est le référendum local, où on a la possibilité, finalement, pour une collectivité, quelle qu'elle soit, de pouvoir se positionner de cette façon-là. Et là, il y a une démarche de gouvernance directe, finalement, qui peut s'opérer. Est-ce que c'est déjà quelque chose qui est vivant dans vos collectivités, en tant qu'élu, en tant qu'agent territorial? Comment on se positionne dans les collectivités autour de ça, alors qu'il y a des revendications fortes de la part de la population à ce sujet? Voilà. Alain? Et après... Je vais faire court, donc au risque d'être un tout petit peu caricatural. Moi, c'est sur un retour d'expérience sur différentes sollicitations et participations de citoyens. Moi, j'ai rencontré des citoyens, qui ne connaissaient pas la structure pour laquelle on posait des questions, que ce soit une agglo ou une métropole. 2, qui n'avaient aucune idée de l'ampleur du sujet sur lequel on travaillait. En l'occurrence, il s'agissait de l'extension du port de Lille, du port de Dunkerque, pardon, excusez-moi. Et on a quasiment doublé le port de Dunkerque avec des centaines de millions d'investissements. Les citoyens sollicités n'avaient aucune idée de ce que ça représentait. Et 3, des citoyens représentatifs de différentes catégories qui n'étaient intéressés que par les
les parties prenantes qu'il représentait. C'est-à-dire que le représentant de la CGT, il n'était intéressé que par ce qui concernait les cheminots, etc., etc. Et donc, dans les 3 cas, j'ai trouvé que c'était peu productif et c'était très difficile. Je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Je suis pour la participation. Je dis juste qu'on a un énorme problème d'éducation citoyenne, ça a été évoqué dans l'intro, mais je pense que c'est le point numéro 1. C'est-à-dire qu'il faut qu'on communique et qu'on éduque infiniment et donc qu'on se positionne dans la durée. Les résultats attendus qui ont été présentés ce matin, pour moi, c'est ceux de dans 10 ans, ce n'est pas ceux d'aujourd'hui. Voilà, qu'en pensez-vous? J'ai fait court. Merci Alain. Il y avait une dernière question et après on vous laissera la parole. Et je vous rappelle que juste après on aura la pause, donc s'il y a des frustrations en termes de débat et de discussion, les pauses sont là pour en profiter. Merci beaucoup. On parlait dans l'introduction du fait que les questions de structure étaient au moins aussi importantes que les questions de contenu. Quelles sont, en tant qu'étudiant, j'ai de nombreuses lacunes et j'ai besoin de votre expérience pour nourrir ma réflexion. Quelles sont, selon vous, les perspectives futures pour la participation citoyenne? Et si elles tendent à se développer, est-ce que ça n'induirait pas également la fin des politiques en silo au profit des politiques transversales? Voilà, je vous remercie pour... Voilà une question courte qui résume bien la problématique. Merci beaucoup. La parole est à vous pour répondre aux 4 séries de questions qui ont été données. Quelques réponses sur les différentes interventions. Quand il y a une politique publique multi-acteurs, par exemple l'eau, on arrive quand même à faire se rencontrer les instances de participation citoyenne, qu'elle soit le Parlement de l'eau, qu'elle soit le Césaire ici à la région, notre Conseil de développement, l'Eurométropole avec des Wallons, des Flamands et des Français qui ont des représentations citoyennes. Donc on arrive à croiser aussi des citoyens engagés et une politique publique. Sur le référendum local, il est peu utilisé parce qu'il est quand même assez compliqué à mettre en œuvre. Mais on a une expérience, nous, dans la métropole. On a fait un changement de sens de circulation. On a fait une concertation. Il y avait une forte opposition locale. Le maire l'a fait trancher par référendum. Après, c'est un risque politique aussi à prendre. Et plutôt par rapport à la dernière question, avec quelques collègues ici présents, là, on a une réflexion sur l'avenir. Est-ce qu'il faut indemniser des citoyens sur des conventions citoyennes? Et donc ça, c'est peut-être aussi l'avenir, de reconnaître un citoyen expert indemnisé comme un juré d'assises si on mobilise un citoyen 6 samedis d'affilée sur une politique publique. Alors, Président, réponse courte. Je pense qu'il faut trouver un point d'ancrage. Le point d'ancrage, à mon sens, chacun y fera sa petite religion, c'est le PCI, c'est l'agglomération. Et il faut avoir un territoire de circonférence sur lequel on fait converger un certain nombre d'idées, de projets et de moyens. Ça ne veut pas dire que la région n'existe pas, ça ne veut pas dire que le département n'existe pas, qui sont quand même plutôt des personnes qui amènent des moyens, de l'ingénierie, enfin voilà. Mais je pense qu'il y a un territoire de vie qui en France doit être l'agglomération. C'est compliqué, la décentralisation n'a pas été jusque-là, ça mérite peut-être un petit effort législatif. Pour répondre à la question qui suit, le problème de l'agglomération, c'est que ce n'est pas le contact direct avec l'habitant. Le contact direct avec l'habitant, c'est la commune. Ce qui veut dire qu'il faut se mettre d'accord dans l'agglomération pour tenter des projets de démocratie participative qui se relèvent aujourd'hui, pour l'instant, limités à des questionnaires ou des questionnements sur des grands projets. Et là, effectivement, est-ce qu'on coupe ou pas une route? Est-ce que vous êtes OK ou pas OK pour le transport public gratuit? Est-ce que vous êtes OK ou pas OK pour aménager une digue de cette manière avec de l'art urbain dessus ou pas? Voilà. Mais ça reste quand même plutôt sur la structuration et pas sur la vie quotidienne. Pour répondre à monsieur concernant votre question sur le port de Dunkerque, là, effectivement, on n'est pas du tout dans la même concertation et participation. Vous évoquez des personnalités comme la CGT Cheminot qui sont très cortiqués, qui travaillent très bien leur sujet et comme souvent les représentations syndicaux à des projets de ce niveau-là, à des projets de niveau économique régionaux. Et effectivement, on ne peut pas lancer un habitant comme ça qui ne va pas comprendre les enjeux. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un ici connaît un petit peu la manière dont on discute au sein d'une commune, d'un EPCI, mais c'est très vite très compliqué dans le partage des compétences. Ici, vous avez une agglomération, une région
et une association qui peut être demandeur, je peux vous dire que le chemin il est compliqué. Hein. Alors effectivement, lorsqu'on arrive à des projets économiques comme ça, on peut pas, je ne crois pas que ça soit toujours adapté, je vous le dis très clairement, à l'habitant du coin de la rue qui arrive comme ça et qui découvre un projet. Sauf si effectivement il le conteste. Et là c'est autre chose. C'est-à-dire que là effectivement il devient militant. Mais on n'est plus forcément sur une participation citoyenne telle qu'on peut le dire en co-construction. Puis enfin, oui, c'est l'avenir, monsieur. Je pense qu'effectivement, la question de la transversalité des politiques publiques, c'est l'avenir. Sauf que tout ce que j'ai dit avant, on ne l'a pas encore bien défini. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore l'expertise citoyenne, on n'a pas encore les bons outils de démocratie participative, on n'a pas choisi les agglomérations pour le faire. Je ne dis pas qu'on ne le fera pas, peut-être que la force des choses nous amènera à le faire. Et dès qu'on aura ce cadre-là, je pense qu'on sera peut-être capable de sortir du silo et peut-être qu'on y arrivera un peu plus facilement. Merci. Si je peux me permettre, mot de clôture en même temps de l'atelier. Après, on fait la pause. Tout à fait. En fait, c'est votre question qui est le meilleur mot de clôture. Parce que c'est la question derrière tout le travail qu'on fait, que ce soit un travail pratique ou de recherche. C'est de comprendre en quoi on peut répondre à la nécessité de travailler hors des silos et de voir aussi qu'il y a une valeur ajoutée dans un ancrage local. Mais quand je dis local, ça n'a pas rapport nécessairement avec l'agglomération, la ville. Le local peut être situé à l'intérieur d'un lieu de vie. Je pense par exemple un EHPAD ici. Donc, quand on parle de politique publique, pour en revenir à la première question, moi je pense qu'on déroute ce qui est le lien et le problème public, pas la politique. Et plus on va réfléchir la politique, plus on va avoir l'impression qu'il y ait une participation formelle qui va s'inscrire dans des processus institutionnalisés, reconnus. La participation, elle se fait aussi à l'extérieur de ces cadres-là. Et en fait, il faut s'habituer à l'entendre. Et à l'extérieur de ces cadres-là, il faut aussi déterminer des règles du jeu. Je pense que ça en vient à la deuxième question, c'est les règles du jeu, est-ce qu'elles sont claires? Parce qu'elles ne sont souvent pas claires, ce qui veut dire que les formes de participation vont être cooptées par des groupes d'intérêt et non pas par une participation citoyenne ou d'usagers réels. Et nous, bien entendu, là, je dois parler du Québec, on a balancé des formes de participation qui étaient inscrites dans les institutions sanitaires parce qu'elles avaient été cooptées par des groupes d'intérêt en tassant la voix citoyenne et des usagers. Et ça, c'est une perte parce que les règles du jeu n'étaient pas claires, parce qu'on n'avait pas déterminé des règles. Donc, ici, le point, c'est de se demander qu'est-ce qu'il faut mettre comme capacité pour être capable de créer cet équilibre entre le formel et l'informel qui va permettre réellement ce dialogue intersectoriel ou bref, qui va traverser les frontières des institutions. Voilà, merci beaucoup. On va clore cette première table ronde. Donc, nous allons faire une pause de 15 minutes, donc ça permet effectivement également de continuer le débat lors du café. On reprend à 11h20 précise. Donc, pour essayer de rattraper un tout petit peu le retard, mais bon, s'il y a du retard, c'est parce que les débats sont intéressants.